Hello tout le monde, bienvenue dans ce troisième chapitre de Jus de cerveau, où on va parler d'un sujet qui est passionnant, l'économie de la connaissance, et qui va nous aider à répondre à une question qui nous brûle tous les lèvres, moi le premier. Est-ce que mon business d'accompagnement est un Ponzi qui va s'effondrer dans les prochains mois ou au mieux dans les prochaines années? C'est ce qu'on va voir ensemble, mais avant ça, je vais vous donner quelques petites updates par rapport à Hyperfocus, par rapport à ce qui se passe au niveau de mon aventure. Parce que comme vous le savez, je documente chaque mercredi non seulement mes curiosités et les questions qui m'occupent l'esprit, mais aussi mon aventure entrepreneuriale, mes chiffres et mes réflexions, bien sûr mes doutes. Et le mois de mars a été un mois riche en doutes, justement. Euh, Déjà, j'ai enfin le chiffre d'affaires définitif de mars. Vous vous souvenez que dans l'épisode précédent, j'avais eu le chiffre d'affaires prévisionnel par rapport à ce qui avait été facturé. Je n'ai pas reçu tous les virements que je devais recevoir en mars, ce qui fait qu'au lieu de finir à 5000 et des brouettes de chiffre d'affaires, eh bien, je termine le mois de mars avec un petit peu moins de 1500 euros de chiffre d'affaires. Et après un mois de janvier et un mois de février, tous les deux au-dessus de 10 000 euros, je vous avoue que ça fait un petit peu mal à l'ego et ça fait se poser de vraies questions en se disant ok, bon, bah déjà là on a la preuve qu'il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui cloche concrètement? Où est-ce que ça cloche? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour plus que ce soit le cas? Et j'ai répondu un peu à la question dans un post LinkedIn que j'ai posté hier, mais très rapidement pour ceux qui l'ont pas vu passer. En gros, moi, mon enjeu aujourd'hui, le truc que j'ai réalisé, c'est qu'il faut que j'assume mon repositionnement, qui est un petit peu latent depuis plusieurs mois maintenant, où au lieu d'accompagner les personnes qui ont un TDAH à mieux s'organiser pour avancer sur leur projet, j'aide les professionnels de l'accompagnement qui sont concernés par le TDAH à vivre de leur activité en utilisant notamment des capacités à s'organiser, mais pas seulement. Et donc ça veut dire que mon scope de compétences s'élargit, ça veut dire que ma cible se précise, ça veut dire que le problème que je résous est aussi plus douloureux et il a un retour sur investissement beaucoup plus direct. Donc moi c'est beaucoup plus intéressant, enfin c'est beaucoup plus facile à vendre et c'est beaucoup plus plaisant à vendre parce que les résultats sont beaucoup plus concrets à observer, aussi bien pour moi que pour les clients d'ailleurs. Et donc, euh, je rapproche un petit peu le micro parce que j'ai l'impression qu'il est loin. Et donc, ce repositionnement, ça a fait quoi? Ça fait que je prends beaucoup plus de plaisir à créer du contenu. Vous savez que là, en mars, j'ai lancé mon podcast qui m'a un petit peu permis de retrouver du plaisir justement à créer du contenu, à partager des choses. Mais le fait de m'être repositionné, ça a fait que là, j'ai de nouveau un planning éditorial LinkedIn clair. J'ai un planning de newsletter qui est clair aussi. C'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire. Enfin, quand l'alignement est retrouvé entre son positionnement, ce qu'on veut apporter, ce qu'on veut transmettre aux gens et l'utilité qu'on veut leur donner dans les contenus, ça rend les choses vraiment beaucoup beaucoup plus efficaces et beaucoup plus fluides. Donc je suis content que ce moment de friction ne m'ait pas fait tout remettre en question, mais qu'il m'ait fait poser les bonnes questions et qu'il m'ait aussi fait débuter un accompagnement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui à l'heure d'aujourd'hui se passe bien parce que déjà ça me met dans une super dynamique et ça me met surtout dans un écosystème avec d'autres personnes qui eux réussissent et sont évalués sur leur chiffre d'affaires. Et en fait, là, je suis un peu dernier de la classe et je déteste cette sensation d'être dernier de la classe. Et c'est aussi marrant que les notes, du coup, soient basées sur sur le chiffre d'affaires dans ce contexte-là et pas sur autre chose. Mais je trouve que c'est important parce qu'on perd trop de vue l'importance de l'argent, justement. Ça, j'en parle extensivement dans le chapitre 2, donc l'épisode précédent. Mais moi, ça m'a fait réaliser un truc par rapport à mon rapport à l'argent, justement, c'est que euh, le fait d'avoir fait un mois aussi bas prouve que je ne suis pas fondamentalement drivé par l'argent. Parce que si j'avais été fondamentalement drivé par l'argent, j'aurais anticipé ça. J'aurais anticipé ça. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré prendre du temps pour réfléchir, accepter de créer moins de contenu, accepter surtout que mon focus sur les 2 derniers mois, il faut se le rappeler, c'est que j'avais beaucoup de clients qui étaient arrivés et je voulais m'assurer que ce que je faisais avec eux marchait. C'est la base du deal, quoi. C'est que je vende quelque chose qui marche. Donc en vrai, même si je vends moins, c'est pas le souci. Avant de vendre plus, il faut que je m'assure que ce que je vende, c'est déjà efficace, que je sois capable de le délivrer, que je sois capable de prendre plaisir à le faire,
que je sois capable de voir les résultats que ça apporte aux gens que j'accompagne, et ça a été validé. Euh, il faut que je trouve un moyen d'ailleurs d'utiliser des retours clients, des testimonials pour vous partager un peu tout ça, mais c'est assez incroyable les résultats que je peux avoir avec certains clients. Donc oui, ce creux de chiffre d'affaires en mars est révélateur de mon rapport à l'argent parce que du coup je suis pas primairement drivé par l'argent. Par contre, les conséquences du manque d'argent me drive. Là, arriver à la fin du mois avec très très peu de trésorerie, à peine pour payer mon URSSAF, là je suis même pas en mesure de me payer mon salaire tant que j'ai pas mes virements en attente qui arrivent. Donc je commence à taper dans de l'épargne alors qu'on est le 3 avril. Enfin tout ça, c'est des sensations qui sont extrêmement désagréables et que j'aime pas du tout. Et qu'en fait, je veux faire en sorte de pas avoir à m'inquiéter de ça. Ça fait pas de moi quelqu'un qui est drivé par l'argent en tant que finalité, mais je suis drivé par les conséquences du manque d'argent. Je pense que la nuance réside là et c'est ce dont je me suis rendu compte parce que là, du coup, j'ai à nouveau un petit peu la dalle, même si cette dalle, je l'équilibre avec le fait de vouloir proposer quelque chose d'efficace derrière. Donc, et cette chose efficace-là, ce sera la version 3 de mon accompagnement qui débute en mai, ce qui fait que toutes les personnes que j'ai en appel en avril euh, auront face à elles ma nouvelle offre, dont le prix ne change pas d'ailleurs par rapport à l'offre initiale, mais l'offre sera beaucoup, beaucoup plus qualitative dans le sens où elle sera plus structurée. J'ai identifié les points importants à voir avec les clients, j'ai identifié les points que je répétais souvent de séance en séance et que je peux faire différemment avec des sessions de groupe ou avec des formations en complément. Donc tout ça, c'est en train de mûrir, tout ça, c'est en train de prendre forme. On est vraiment dans la continuité du printemps et de la renaissance symbolique que porte ce moment de l'année, que j'apprécie particulièrement parce qu'il corrèle aussi avec mon anniversaire. Donc voilà un petit peu pour les news. Et donc je continue, moi Mika, si vous ne me connaissez pas, de documenter mon aventure vers les 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec mon agence d'accompagnement Hyperfocus, pour vous montrer que c'est possible, pour me montrer que c'est possible, et surtout que c'est possible de le faire sans sacrifier son éthique, sans sacrifier sa santé mentale, et en faisant en sorte que tout le monde y gagne. Que le jeu économique de l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu où quelqu'un gagne et l'autre perd. Je crois en le fait que tout le monde gagne. Et au pire des cas, s'il y a une personne qui perd, ce sera les concurrents. Et c'est le dernier de mes soucis. Moi, tant que mes clients gagnent, que je gagne et que ma famille, du coup, par extension, y gagne, ma conscience est parfaitement apaisée. Voilà pour cela. On va passer au sujet du jour. Le chapitre s'intitule L'économie de la connaissance, sauf si je change d'avis au dernier moment. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? En fait, je parle d'une réflexion simple, parce que je vous parle beaucoup de moralité, de façon éthique de gagner de l'argent, de gérer ma conscience, etc. Mais c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose qui est fondamental dans mes réflexions. Comme vous le savez peut-être, moi je viens du milieu universitaire. Je viens plus particulièrement, les études les plus longues que j'ai faites, c'est des études de philosophie. Vous doutez bien pardon, qu'en philosophie, le mindset entrepreneurial n'est pas forcément très répandu et que le capitalisme n'est pas forcément l'idéologie la plus défendue. Sauf qu'à un moment donné, moi je me suis rendu compte qu'il fallait quand même gagner de l'argent, que être prof c'était pas forcément la panacée absolue, que j'aspirais à plus, sans dénigrer les profs, c'est juste moi personnellement. C'est mon envie à moi. Et donc j'ai dû trouver une solution pour faire du business tout en sans forcément refouler ma volonté éthique de faire le bien. Et donc je suis parti d'une question simple. Aujourd'hui, moi je suis coach, au sens large du terme, et on définira plus tard. Ça fait plusieurs mois que dans mon business d'accompagnement, j'aide d'autres professionnels de l'accompagnement, donc d'autres coachs au sens large, à vivre de leur activité. Donc techniquement, ça fait de moi un coach de coach. Et quand je vais commencer à déléguer l'accompagnement des personnes que j'accompagne, je vais du coup coacher des personnes qui elles-mêmes vont coacher d'autres personnes. Donc potentiellement devenir coach de coach de coach. Et quand on parle de ça sous cette forme-là, on pense tout de suite à un système pyramidal de Ponzi. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça a de la valeur, mon business? Est-ce que c'est un Ponzi?
C'est une vraie question qui turlupine mes clients, c'est une vraie question qui me turlupine aussi, euh, parce qu'on voit tout dans ce milieu-là. Et il y a eu un podcast très intéressant qui est sorti ce mois-ci, de Théo Lyon, qui est un entrepreneur qui m'a longtemps, enfin qui m'inspire toujours, et que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant, au début de mon aventure entrepreneuriale. Et il parle de ses 8 prédictions business pour la suite. Et la 8e prédiction business, c'est justement l'explosion de ce qu'il appelle la bulle infopreneuriale, qu'on va aussi définir après. Et la bulle infopreneuriale, de manière très simple, c'est les coachs qui vous agressent sur Facebook dans des pubs en vous vendant la nouvelle méthode secrète. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en écoutant le podcast, sachant que très souvent, je suis d'accord avec Théo, là, j'ai remarqué que je suis d'accord avec la prédiction, mais que je trouve la justification, et notamment les arguments qui justifient la prédiction, très confus. Euh, Certainement parce que c'est un milieu dans lequel je baigne, et donc j'ai une connaissance d'insider, de personnes qui est interne au truc. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que c'est sur ces 4 arguments-là que je vais me baser pour exposer ma pensée. Et essayer de répondre à cette fameuse question, est-ce que je suis en train de créer un Ponzi qui va à terme exploser dans le cadre de cette bulle infopreneuriale? En fait, est-ce que sans m'en rendre compte, je me suis fait happer dans cette bulle et en fait, je génère pas de valeur? Et donc, j'ai creusé la question. Et quand on creuse des questions complexes comme ça, c'est très très important de définir les termes du sujet pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. D'accord? Déjà, moi, coach, j'entends ça au sens très large parce que j'ai pas de mots qui me conviennent. Accompagnateur, professionnel de l'accompagnement, c'est long, c'est moche. Coach, c'est quelqu'un qui est dans la relation d'aide. D'accord? Donc moi là-dedans, j'inclus les thérapeutes, j'inclus les psychologues, j'inclus même mon psychiatre là-dedans. C'est des gens qui sont là, en face à face, et qui t'aident à résoudre une problématique, qui t'accompagnent dans tes réflexions, qui te challenge, qui te posent des questions. Ça, pour moi, c'est un coach. Et c'est très très important d'avoir cette définition en tête parce que quand on parle des infopreneurs, donc infopreneur, c'est le mélange entre information et entrepreneuriat, d'accord? Donc c'est des entrepreneurs de l'information. Ces infopreneurs sont souvent des coachs reconvertis en formateurs. D'accord? Des gens qui utilisent des outils digitaux pour vendre à l'échelle en essayant de se libérer un max de temps, en utilisant des leviers digitaux, les leviers de la digitalisation aujourd'hui. D'accord? Comme Facebook, comme les pubs, comme ces choses-là. Et il faut distinguer le coach du formateur, du consultant. Le coach, il noue vraiment une relation de personne à personne avec quelqu'un pour l'aider. Le formateur va diffuser de l'information à un plus grand nombre sans forcément avoir intrinsèquement cette dimension one-one avec quelqu'un. C'est en fait un professeur, l'image la plus classique du formateur, c'est un prof. Et il y a cette image, il y a aussi le consultant. Et le consultant, lui, c'est celui qui utilise une expertise qu'il a acquise, à la fois par l'expérience et la théorie, pour résoudre une problématique particulière. D'accord? Le coach, traditionnellement, on le définit par quelqu'un qui pose des questions, il ne donne pas de conseils. Le formateur, c'est celui qui sait des choses et qui les transmet. Le consultant, c'est celui qui utilise ses compétences et ses connaissances pour résoudre des problèmes particuliers en utilisant les outils du coaching et en utilisant les outils de la résolution de problèmes. C'est pour ça qu'entre les coachs et les formateurs et les consultants, en général, c'est les consultants, l'exemple le plus typique étant par exemple le consultant en strat, qui va gagner le plus d'argent. D'accord? La dernière chose que je veux définir, c'est le Ponzi. Un système de Ponzi, la définition simple, c'est un système où il y a une personne au sommet d'une pyramide qui gagne uniquement de l'argent par le recrutement de nouvelles personnes qui elles-mêmes doivent recruter de nouvelles personnes pour générer de l'argent. Et en fait, il n'y a aucune vraie valeur générée sans que d'autres personnes intègrent le système. Ce qui fait que quand le système arrête d'intégrer de nouvelles personnes pour financer le système, eh ben le système s'effondre. Et c'est des choses qui sont très très fines à analyser parce que je ne sais pas si vous connaissez par exemple Herbalife, c'est un truc où tous les coachs sportifs essaient de vous refourguer des suppléments alimentaires Herbalife et en fait c'est pas un Ponzi parce qu'il y a un bien réel qui est échangé en plus de l'aspect recruter de nouvelles personnes, mais leur marketing c'est du marketing d'affiliation, c'est du MLM qui fait qu'on est incité à recruter de nouvelles personnes qui elles-mêmes vont être des sortes de commerciaux Herbalife, où on récupère des commissions non seulement sur ses propres ventes, mais aussi sur les ventes des gens qu'on a recrutés, et aussi des ventes des gens que les gens qu'on va recruter recrutent, et ainsi de suite.
Sauf que c'est des systèmes qui sont pas viables parce que même si on génère de la valeur, en général, pour 1 euro dépensé, on en récupère. J'avais vu la statistique, je crois qu'on récupère 50 centimes sur 1 euro dépensé au total sur ce genre de système. Sauf que la Cour fédérale américaine s'est penchée sur le sujet. Pour l'instant, ils sont pas interdits parce que voilà, ça fonctionne et il y a sûrement du lobby dans l'histoire. Mais tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu. C'est pas très propre comme manière de faire du business. Moi, c'est ce que j'appelle faire du business en zone grise, en fait. C'est des gens qui connaissent très très bien la législation, qui connaissent très très bien la psychologie humaine, et qui naviguent dans cette zone grise un petit peu ambiguë où l'État arrive pas totalement à réguler et à justifier, et à justifier sa décision. Et donc, voilà, on se retrouve avec l'exemple classique du business pas propre. Moi, c'est vraiment pas du style de business qui me plaît, quoi. Et la question, c'est est-ce que moi, c'est pareil, quand je suis coach et que je forme un coach et que derrière, il va pouvoir former des coachs qui eux-mêmes vont former des coachs, etc., est-ce que c'est un Ponzi? Et en fait, on va voir en détail après ce que je fais, euh, les dérives du système et comment moi, ma vision du système se profile, comment je l'envisage en fait. Et je trouve que j'ai mis le doigt sur quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est vous qui me direz. En tout cas, moi, je suis content personnellement, juste au niveau purement intellectuel, vu que c'est des réflexions qu'en général je garde dans ma tête. Ouais, j'ai eu un petit bug de micro, mais je vous disais que c'était des réflexions qu'en général je gardais dans ma tête, donc je suis content de pouvoir vous les partager et je suis surtout preneur de vos retours, ce que vous avez trouvé intéressant, ce que vous trouvez un petit peu confus justement encore. Enfin voilà, c'est très très important d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur LinkedIn pour me dire. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau du contexte. Donc maintenant on va rentrer dans le sujet et surtout je vais me baser du coup sur les arguments que Théo donne dans son podcast. Le premier argument étant de montrer que l'infoprenariat est une bulle. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'accompagnement des coachs, formateurs, consultants, thérapeutes, moi, depuis que Facebook a compris que j'en étais un, je me fais bombarder de pubs, je me fais bombarder de marketing agressif et stéréotypé par une armée de clones qui répètent tous la même chose, avec tous le même site et tous la même masterclass. Euh, c'est un bain de sang, cette niche-là. C'est un bain de sang. Tout le monde est sur le créneau, tout le monde se bat pour avoir les parts de marché, plus personne se différencie, c'est à celui qui est le plus agressif, c'est à celui qui met le plus de budget publicitaire. Euh, Moi je suis d'accord avec le fait que c'est une bulle, et une bulle c'est quoi? C'est une ruée vers l'or, tout le monde, se, se- tout le monde veut récupérer de l'argent de cette ruée vers l'or, en vendant des choses qui sont pas forcément ultra qualitatives, mais qui sont très très bien packagées avec du marketing, voilà, qui exploite vraiment toutes les failles de la psychologie humaine, qui touche à la douleur des gens, etc. Sauf que derrière, ça va créer une vraie crise de confiance. Et une bulle, quand elle explose, c'est simplement qu'on a une crise de confiance. C'est-à-dire que la valeur de ce qu'on offre est trop grande par rapport à la valeur réelle qu'elle a. Donc, par rapport à la bulle infoprenariale, sur le principe, moi je suis totalement OK sur le fait qu'on observe une bulle et qu'il y a une grosse partie du marché qui va être wiped out, qui va être effacée du marché, parce que les gens se rendent compte que acheter des formations, ça ne permet pas de rentabiliser sa mise. Euh, enfin, présentez-moi quelqu'un qui a récupéré sa mise en ayant acheté une formation. Je n'en connais pas. Et moi j'ai été consommateur de formation. On m'a vendu du rêve, ça n'a jamais rien changé. C'était d'ailleurs une intuition, moi, que j'avais il y a 2 ans déjà. J'avais acheté une formation justement pour apprendre à m'organiser. Et j'avais été très frustré parce qu'elle me vendait vraiment du rêve. Et en fait, en la faisant, je me rendais compte que bah, il y avait un gap énorme, il y avait un décalage énorme entre la connaissance transmise dans la formation, l'information d'ailleurs transmise dans la formation, et le fait de l'implémenter moi. En fait, moi, j'avais pas besoin forcément de la formation, j'avais besoin, et j'avais dit à quelqu'un qui travaillait sur un nouvel outil d'organisation, j'avais dit, moi, j'y crois pas en le fait qu'on ait besoin d'outils, moi, je crois en le fait qu'on a besoin de gens qui aident à implémenter des systèmes. Et j'avais déjà un petit peu en filigrane, intuitivement, cette idée que l'accompagnement était important et se distinguer de l'infoprenariat. Vous voyez déjà la nuance. Parce que moi, je ne vends pas de la formation, par exemple. Moi, je vends de l'accompagnement avec des clients. C'est-à-dire que je les aide, je m'engage moi-même à les accompagner, à faire des appels avec eux, à les aider
à mettre en place des choses. Je fournis pas juste de l'information et moi je disparais derrière ou je donne pas de temps. Donc je crois en le fait que l'infoprenariat, c'est-à-dire la vente d'informations, est une bulle qui va bientôt exploser. Ça, j'en suis convaincu. L'argument numéro 2, c'est que l'infoprenariat génère trop de valeur. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a une confusion dans le discours souvent, en disant que c'est des coachs, justement, qui vendent leur soupe, des coachs qui vendent leur formation. Sauf qu'à ce stade, c'est plus des coachs. Ils sont plus dans cette relation d'humain à humain, individuel, dans cette relation d'aide. Ils sont dans cette relation, enfin, ils sont dans la formation, en fait. Ils sont devenus formateurs. Donc il ne faut pas confondre le coach et le formateur. Les infopreneurs sont des formateurs, ils vendent des formations, ils sont plus coachs. Et même s'ils se prétendent coach ou même s'ils sont ex-coach, dans les faits, quand ils se mettent à vendre leur formation, ils ne sont plus coachs. En général, on voit leur tête sur la pub, mais c'est pas eux qui vont nous accompagner à la fin. C'est pas eux. On va jamais les revoir, ces gens-là. Ils sont juste là pour créer la confiance, justement. Sauf que les gens se rendent compte que leur confiance, elle est un petit peu bafouée à la fin, parce que Moi, je ne connais pas en détail ce milieu-là, j'ai pas fait appel à énormément d'accompagnement, mais j'en ai fait appel à plusieurs que moi je connais et dont je parlerai plus tard en exemple. Mais en tout cas, c'est un aspect qui est important à distinguer, c'est la différence entre coach et formateur. Voilà. Est-ce que ça génère trop de valeur? Oui. Par contre, prendre l'exemple des gens qui gagnent, enfin qui ont 5 nouveaux clients par mois à 2 000 € et qui gagnent du coup 10 000 € par mois grâce au coaching, en fait, ça n'a rien à voir avec la vente de formation. Les gars qui vendent des formations, ils vendent des formations à 300 balles à la chaîne, alors que moi, les coachs que je forme, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est justement des ventes d'accompagnement, moi, aujourd'hui, à 2 900 €, ou si j'en vends 3 par mois, en fait, je suis très content. Je suis dans mes chiffres, j'ai du temps pour vraiment m'investir dans l'accompagnement de mes clients. Et si je veux développer la chose à l'échelle, il faut que je réfléchisse à des moyens de, moi, me libérer du temps, tout en apportant autant, voire plus de valeur aux gens que j'accompagne. Mais c'est pas aussi simple de me dire, ah bah non, en fait, je vais enregistrer ma tronche sur une vidéo, et puis je vais le poster, et puis les gens pourront juste acheter la formation, et ils se débrouillent. C'est pas A ou B, c'est pas blanc ou noir. Il y a une troisième manière de faire les choses, en laquelle je crois. Et c'est celle que je détaillerai à la fin quand je parlerai de ma vision. Mais je pense pas que ça génère trop de valeur. Au contraire, je pense que le coaching apporte énormément de valeur. Moi, j'ai tiré énormément de valeur avec les accompagnements que j'ai pu avoir, les gens qui ont pu m'accompagner. Et l'argent est largement mérité pour moi. L'argent est largement mérité. Donc je pense pas que l'infoprenariat génère trop de valeur. Je pense que c'est la valeur des formations vendues à l'échelle, à la chaîne, qui génère trop de valeur. Par contre, le coaching, et prendre l'exemple de 5 coachings à 2 000 € par mois, que ça génère trop de valeur, je suis pas du tout d'accord. L'argument numéro 3, c'est que le marché de l'infoprenariat est trop large. C'est-à-dire qu'on donne envie à trop de gens d'acheter quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment au fond. Et ça rejoint en fait l'argument numéro 2. C'est que oui, ça génère trop de valeur parce que ils utilisent énormément de marketing. Genre quasiment tout est basé sur du marketing agressif qui touche, vraiment qui tape dans la douleur profonde des gens pour leur vendre une solution qui serait a priori la solution à tous leurs problèmes. Sauf qu'en fait, ils comprennent pas vraiment déjà qu'est-ce que c'est la solution et puis dans quoi ils se font embarquer. Quand ils voient la pub, ils cliquent sur en savoir plus, ils laissent le mail contre une masterclass, ils disent ah ben tiens cool, ça a l'air intéressant, mais en fait ils se font happer dans un funnel où chaque étape est réfléchie pour te conditionner à passer à l'acte d'achat. Et les gens ne réalisent pas la puissance de ce marketing-là quand il est utilisé à mauvais escient. On peut se faire embobiner super vite. Plus on connaît la psychologie humaine, plus on est capable de l'orienter vers le bien ou vers le fait de juste vouloir gagner de l'argent. Et donc ce marketing agressif, il utilise la douleur pour orienter vers un rêve qui est simple, avec une vraie opacité sur le mécanisme. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On donne des choses qui sont très larges, très vagues. Et le temps de se rendre compte que ça n'a pas vraiment de valeur, bah c'est trop tard pour récupérer son argent. On se retrouve sur un groupe avec des gens, on ne se sert pas du groupe. On se retrouve avec une formation dont on a regardé 15% du contenu. Et on s'est fait gruger 300 balles. Alors qu'on nous promettait monts et merveilles à la base et la personne y croyait. Euh,
Et là, il y a un argument euh, qui est donné dans le podcast avec lequel, alors pour le coup, c'est un condensé d'erreurs, c'est le marché n'a pas de sentiment, le but de l'entrepreneur est de gagner de l'argent. Alors là, c'est vraiment masterclass de mettre deux choses aussi fausses, aussi proches de l'autre, de manière aussi condensée. Le marché n'a pas de sentiment, c'est fondamentalement faux. Le marché est fondamentalement drivé par des sentiments, parce que qu'est-ce qui fait que le marché évolue le marché évolue sur la base de la confiance en la valeur de ce qui transite sur le marché. Et la confiance, c'est fondamentalement irrationnel, c'est fondamentalement motivé. Je suis motivé à avoir confiance parce que j'ai un besoin inassouvi que j'ai besoin de satisfaire grâce à un bien ou un service présent sur un marché. Le marché n'a pas de sentiment. Pour moi, ça a aucun sens de penser comme ça. Et derrière, de dire que le but de l'entrepreneur est de gagner de l'argent, c'est aussi fondamentalement faux. C'est comme dire que le but d'un jeu, c'est de gagner. Intuitivement, ça paraît vrai, mais fondamentalement, c'est faux. Le but d'un jeu n'est pas de gagner. Le but d'un jeu, c'est avoir l'opportunité de rejouer au jeu le plus longtemps possible. Je redis la phrase. Faut que vous méditiez dessus parce qu'elle est très 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 importante. Le but d'un jeu, ce n'est pas de gagner. Le but d'un jeu, c'est de pouvoir rejouer le plus possible dans la durée. Et donc le jeu de l'entrepreneur, c'est pas de gagner de l'argent. C'est de pouvoir gagner de l'argent en tenant dans la durée. Donc s'il joue sur la confiance des gens et qu'il propose quelque chose à des clients qui sont insatisfaits, là je rejoins Théo dans le podcast, bien sûr qu'à un moment ça pète. C'est pas pérenne. Et c'est normal, le marché se corrige lui-même et il a cette capacité à résoudre ces conflits comme ça. Par contre, dire que le but de l'entrepreneur est de gagner de l'argent, pour moi ça n'a pas de sens. Et je vais donner un exemple simple. On pourrait déjà remonter à comment les enfants jouent quand ils sont petits, mais je vais donner un exemple qui est encore plus profond, c'est l'exemple des rats. Dans les années 80-90, il y a un neurobiologiste qui s'appelle Jack Panksepp, qui a fait de la neurobiologie des émotions et qui a étudié des rats. Et il a observé quelque chose qui était très très intéressant et très contre-intuitif. Les rats, c'est des animaux sociaux, d'accord, fondamentalement sociaux, ils jouent les uns avec les autres, exactement comme des humains, exactement comme des chiens. Et comme les chiens, ils aiment bien jouer à se chamailler, à se faire un peu de la bagarre gentille. Et il a observé que des rats qui jouaient ensemble. Enfin, il a observé quelque chose de spécial avec deux rats qui jouaient ensemble. Il avait deux rats du même âge qui jouaient ensemble, sauf qu'il y avait un rat qui était significativement plus gros que l'autre. Significativement, c'était environ 15-20% en termes de poids supérieur à l'autre. Ce qui fait que s'ils jouent à se chamailler, statistiquement, quasiment 9 fois sur 10, le gros rat va pouvoir maîtriser le plus petit rat. D'accord? Donc si le but du jeu était de gagner, ben le but du rat, ce serait à chaque fois de gagner la bataille en se chamaillant et de maîtriser le petit rat. Sauf que c'est pas ça qui se passe en réalité. En réalité, on observe que le gros rat va faire exprès de laisser gagner le petit rat au moins 40% du temps, donc quasiment une fois sur deux, parce que le rat, son but, c'est pas de gagner à tout prix, parce que s'il gagne à chaque fois, ben, le petit rat, il va se lasser et il va plus vouloir jouer avec. Et c'est pire de plus vouloir jouer avec toi que de pas gagner à tous les coups. Donc il va faire exprès de laisser le petit rat gagner pour maximiser le nombre de fois où les deux rats vont pouvoir jouer ensemble sans que le petit rat désavantagé se lasse. C'est exactement pareil pour un entrepreneur. Si ton but c'est de gagner de l'argent à tout prix, à un moment donné, les gens vont plus vouloir jouer avec toi, ils vont plus avoir confiance en toi, ils vont plus, ils vont plus vouloir jouer. Et donc dire que le but de l'entrepreneur est de gagner de l'argent, c'est nier cette réalité fondamentale du comportement social des mammifères en général, qui est de maximiser le nombre d'opportunités d'avoir des jeux sociaux, plutôt que de maximiser le nombre de fois où on gagne. Et ça, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, que quand vous gagnez tout le temps à un jeu, au bout d'un moment, bah, c'est plus drôle pour les gens, et c'est même plus drôle pour vous. Donc voilà, mon argument par rapport au marché qui n'a pas de sentiment et le but de l'entrepreneur est de gagner de l'argent, je ne suis pas d'accord. Si le driver principal c'est l'argent, ça crée énormément de problèmes. Et moi je ne suis pas là-dedans, donc je ne me sens pas concerné par ces problématiques qu'on reproche au marché de l'infoprenariat, même si ce que je fais est assez proche. Et enfin, dernière chose,
montrer que l'infopreneuriat est un Ponzi, avec l'argument du coach qui devient coach de coach. Sauf que là, la confusion, c'est que avoir un système pyramidal ne veut pas dire qu'on a un Ponzi. Les psys, ils aident des gens, mais les psys se font superviser. Les superviseurs se font eux-mêmes superviser. Donc est-ce qu'il y a des psys, de psys, de psys, de psys? Est-ce qu'on est dans un Ponzi? Pas du tout. Dans une entreprise, on a une personne qui travaille, puis ensuite elle va déléguer à des gens, donc elle va manager, et ensuite elle va déléguer le middle management à des managers. Et quand on prend une énorme entreprise comme McDo, avec des managers de managers de managers de managers qui managent ensuite des managers de franchise, etc., on n'est pas du tout dans un Ponzi, alors qu'on est dans une structure pyramidale. Dernier exemple, dans l'université, bon, je prends la fac de philo, parce que j'y étais, le fac de philo, 99% des débouchés, c'est devenir prof de philo. Donc il y a des profs de philo qui forment des futurs profs de philo. Et ensuite, quand tu es prof de philo, tu as des profs de philo plus expérimentés qui commentent et review les écrits que tu publies. Et eux-mêmes sont review par d'autres personnes. Est-ce qu'on est dans un Ponzi? Pas du tout. La caractéristique du Ponzi, c'est que c'est stérile en termes de valeur. D'accord? C'est que la valeur générée, c'est uniquement de la valeur d'échange. On crée uniquement quelque chose qui est là pour être échangé. Le système de Ponzi, c'est voilà, tu vas recruter des gens, donc je te donne des compétences qui vont te permettre de recruter d'autres personnes en leur fournissant ces compétences qui vont permettre de recruter d'autres personnes, mais ces compétences fondamentalement n'ont pas de valeur. Et là, je pense que c'est important de faire cette distinction quand on parle de la valeur entre la valeur d'usage et la valeur d'échange que Marx avait très très bien vu dans le Capital. C'est qu'un bien, d'accord, c'est quoi la valeur d'un bien? Pourquoi un diamant ça vaut de l'argent? Pas parce que c'est utile, mais parce que ça s'échange contre beaucoup d'autres biens. La valeur d'échange du diamant. Par contre, un stylo, ça a de la valeur parce que ça a une utilité. Et chaque bien a une valeur d'usage et une valeur d'échange. Le problème, c'est quand le bien qu'on vend a uniquement une valeur d'échange et pas une valeur d'usage. C'est par exemple le cas de l'information transmise dans les formations des infopreneurs. Et ça, c'est très très important de le noter parce qu'il y a des penseurs, comme Jean-François Lyotard, par exemple, dans la condition postmoderne, qui en 1979, d'accord, notez bien 1979, donc à l'époque où l'informatique commençait à peine à vraiment se développer et se démocratiser, il se posait la question justement de ce qu'allait devenir le savoir, lui il appelle ça le savoir, dans les sociétés informatisées, avec le développement de l'informatique. Et il dit un truc qui est absolument dingue d'actualité par rapport aux questions qu'on se pose, c'est il nous dit que le savoir sera produit pour être vendu et il sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production, dans les deux cas pour être échangé. Il cesse d'être à lui-même sa propre fin, il perd sa valeur d'usage. Et là, il met le doigt exactement sur le problème de l'infopreneuriat, qui vend du savoir uniquement pour le rendre vendable. Et les gens qui achètent ça, les survivants, les 10% de survivants qui arrivent à en faire quelque chose, ils arrivent simplement à intégrer ces connaissances-là et eux-mêmes à créer une formation pour vendre ces informations à d'autres personnes. Sauf qu'il y a trop peu de survivants dans cette histoire. Il y a trop peu de gens qui réussissent par rapport à ceux qui échouent. C'est ça qui fait que le business n'est pas viable. Et le problème est lié, selon moi, au fait que on essaye de faire passer à l'échelle une connaissance en la transformant, en la mettant sous forme de formation et en la vendant en masse avec la pub, avec les leviers digitaux. Et c'est aussi ce que Lyotard mettait en avant dans son ouvrage. Quelques phrases avant, il dit « On peut dès lors s'attendre à une forte mise en extériorité du savoir par rapport au sachant, c'est-à-dire que l'ancien principe que l'acquisition du savoir est indissociable de la formation de l'esprit et même de la personne tombera en désuétude. Il n'y a plus besoin de quelqu'un en personne qui t'enseigne quelque chose pour avoir du savoir. On peut juste te donner un truc désincarné, un truc informatisé, du savoir transformé en 1 et en 0, et ça suffira, et on pourra faire de l'argent avec ça. Sauf que, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on parle de l'information, donc dans l'ère de l'information avec l'informatique, c'est aussi le même champ lexical, on a les infopreneurs qui vendent de l'information, donc dans l'ère de l'information, dans l'économie de l'information, sauf que là on est en train d'assister à un basculement vers l'ère de la connaissance, vers l'économie de la connaissance. Et ça, c'est ma vision. Et c'est ce concept-là, de distinguer information et connaissance, qui permet de sortir de ce dilemme moral entre l'infopreneuriat et ce que moi je fais. D'accord ?
Parce que la différence entre la connaissance et l'information, elle a été très très bien décrite par quelqu'un qui s'appelle Dominique Fauré, d'accord, qui est vivant aujourd'hui, hein, qui est professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui dirige la chaire d'économie de l'innovation, membre du Conseil suisse de la science, préside le bureau du Centre de recherche conjoncturelle à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autrement dit, c'est un type qui raconte des trucs, je pense que c'est des trucs pas trop cons, et je pense qu'on peut lui faire confiance pour récupérer des éléments qui alimentent notre réflexion. Et ce que Dominique Fauré nous dit, c'est une chose assez intéressante, du coup, sur laquelle on a un petit peu mis le doigt. Je vais juste mettre en pause une seconde. Donc je disais que Dominique Fauré a étudié justement cette distinction entre connaissance et information. Et ce qu'il nous dit, alors je reprends mes notes, c'est que la connaissance, c'est quoi le problème fondamental? C'est que la connaissance, elle est fondamentalement invisible. D'accord? Il dit que c'est un produit joint d'une activité principale. C'est-à-dire qu'on fait un truc et on génère de la connaissance par rapport à ce truc qu'on fait. Donc par exemple, je sais pas, on construit des chaises et ensuite on génère de la connaissance sur comment construire une chaise. On crée une agence, puis on génère de la connaissance sur comment créer une agence qui fonctionne. D'accord? Et il observe aujourd'hui des tendances nouvelles. Et il observe qu'on a beaucoup on a beaucoup plus de lieux où la connaissance est créée et partagée, notamment grâce à eux qui sont devenus experts de leur propre situation. Ça, c'est un concept que je trouve super intéressant, expert de sa propre situation. C'est exactement ma vision de l'accompagnement. C'est que je suis devenu expert, entre guillemets, de ma propre situation, je me suis analysé, j'ai trouvé des solutions pour moi, je vois des gens qui ont des situations similaires, et je les aide à sortir du truc en leur montrant comment j'ai fait, et en faisant en sorte que ça marche. Ça, pour moi, c'est 0% du bondi, c'est 100% de la valeur, d'accord? Et le problème, par contre, qu'il anticipe, notamment avec le fait que la digitalisation va faire en sorte qu'il y a plein de modèles d'affaires différents, comme l'infoprenariat, qui vont profiter de cette nouvelle économie digitale, c'est que cette digitalisation, elle est riche de promesses, on va pouvoir produire et distribuer plus de savoir, mais ça va aussi, de l'autre côté, assécher cette ressource et rendre le savoir inopérant, rendre le savoir impossible à mettre en forme, notamment par le fait de le vendre en masse, sans accompagnement concret derrière. En fait, aujourd'hui, on est un peu dans ce contexte de surcharge informationnelle. On a de l'information partout, mais de la connaissance nulle part. Ok? Et en fait, il nous dit que la différence entre la connaissance et l'information, c'est que la connaissance possède quelque chose de plus que l'information. C'est de donner à celui qui la détient une capacité d'action intellectuelle ou physique. Des actions qui permettent de modifier le monde qui t'entoure, jardiner, construire un pont, élaborer une stratégie, ou des actions qui permettent de produire de nouvelles connaissances et de nouvelles informations, recherche et création. D'accord? Et il dit... Enfin, en fait, il critique les infopreneurs indirectement dans un de ses points. C'est que... Il dit donc... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette distinction entre connaissance et information? Où est-ce qu'on peut observer la différence entre les deux? Et il nous dit, ça s'observe quand on s'intéresse aux conditions de reproduction des connaissances et des informations. D'accord? Le coût de reproduction d'une information est quasiment nul avec les technologies de l'information. Donc c'est une formation, on fait une fois une formation, et puis on la vend à la chaîne, c'est scalable. On peut le passer à l'échelle, d'accord? Mais il dit que la reproduction d'une connaissance est beaucoup plus élevée parce qu'on transfère une capacité cognitive, d'accord? Ce n'est pas la photocopieuse qui constituera l'élément principal de la reproduction, ou le Facebook Ads et l'outil de distribution de formation, d'accord? Mais la relation entre le maître et l'élève, ou encore la communauté de pratique, des formes d'association humaine nécessitant des investissements bien plus élevés que celui qui suffit à l'achat de la machine à photocopier. Je trouve que la machine à photocopier, c'est l'image parfaite de ce que les infopreneurs essayent de faire en vendant de la formation. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai une dizaine de clients en parallèle et je passe ma vie à me creuser la tête sur déjà comment les accompagner du mieux possible et comment je vais pouvoir en accompagner plus sans que le niveau de qualité de ma formation baisse, ou mieux, en faisant en sorte que mon niveau de qualité augmente au fur et à mesure. Et ça nécessite de vraiment réfléchir. La réponse n'est pas simple. Et quand on apporte une réponse simple, ah ben frérot, t'as juste à vendre une formation et la faire passer à l'échelle et tu pourras siroter des cocktails à Bali. Non.
Cette solution, elle a vendu du rêve à plein de gens pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ce que je fais est fondamentalement différent de ça. Je déteste vendre de la formation, c'est même le truc fondamental que je veux pas faire. Et qui me force à me creuser la tête en trouvant des solutions alternatives. Euh, Et je finis, du coup, sur ces caractéristiques de la connaissance, parce qu'en fait, la connaissance, c'est quelque chose de très très spécial à évaluer. Les économistes, ils buguent en essayant de comprendre la connaissance, parce que c'est très 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 spécial comme bien, pour trois raisons. Et le but de comprendre ce que c'est la connaissance, c'est de comprendre comment on fixe le prix de la connaissance sur le marché. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment on fixe le prix, comment on fixe la valeur, et la valeur, elle est corrélée à la confiance, et toutes ces réflexions-là qu'on a ensemble depuis le dernier podcast, d'accord? Les trois caractéristiques de la connaissance, c'est ça. C'est que moi, vendeur, en cédant ma connaissance, j'y renonce pas, d'accord? Moi, là, ce que je vous partage, c'est plein de connaissances. Je pourrais faire une formation, ou je pourrais faire un cours, ou je pourrais faire un, je sais pas moi, un webinaire payant là-dessus. Mais je m'en fiche, je vous cède la connaissance, moi j'y perds rien, vous vous y gagnez, ça crée de la confiance, et ça vous donne envie, potentiellement un jour, de vous dire, pourquoi pas, bosser avec moi. Derrière, vous, en vous cédant la connaissance, bah vous l'achetez une fois et vous n'avez plus jamais besoin de la racheter. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs dans le milieu de l'accompagnement, parce qu'on se dit bah, comment on peut continuer de vendre des choses aux gens si une fois qu'on vend quelque chose, il n'y a plus besoin. Si je vendais des savons, moi j'ai un stock limité de savon, et vous consommez du savon, et à un moment donné vous n'avez plus de savon, donc vous avez besoin de m'en racheter, etc. Dans la connaissance, c'est totalement différent. Et la dernière caractéristique de la connaissance qui décrit ce type, Dominique Fauré toujours, le polytechnicien, c'est que l'acheteur ne peut pas réellement évaluer la connaissance qu'il pourrait acquérir sans l'acquérir effectivement. Et ça, je trouve que ça illustre à merveille le problème qu'on a dans l'infoprenariat. C'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas acheté le truc, on ne sait pas si ça vaut le coup, si ça nous permet d'avoir un pouvoir d'action sur le monde et de résoudre le problème qu'on a. Peu importe le marketing à paillettes qu'on met derrière. Et ça, c'est pas un bug, c'est une feature, c'est une caractéristique du marché de la connaissance. L'enjeu, c'est d'être smart, c'est d'être intelligent par rapport à la manière de capter la valeur de sa connaissance. Et pour moi, la formation, comme l'infoprenariat, n'est pas la solution. En tout cas, ça ne l'est plus. C'est pas un business viable. Et je répète, on veut créer un business viable qui tient sur le long terme, qui apporte de la valeur, qui bafoue pas la confiance de nos clients. Sinon, ça s'appelle faire une passe. Il y a plein d'entrepreneurs qui vivent en faisant des passes. Pour moi, personnellement, c'est pas une vie, c'est trop de stress, c'est trop d'instabilité. Moi, je veux un truc qui soit stable, qui tourne, qui soit pérenne, qui soit solide. Et pour ces trois raisons, donc ces trois caractéristiques de la connaissance, moi, en cédant la connaissance, je la perds pas. Toi, en accédant à ma connaissance, ben, tu l'acquiers une fois et tu la perds plus jamais. Et surtout, tu peux pas savoir la valeur de ma connaissance avant de l'avoir achetée. Pour ces raisons, je cite, le prix variera énormément d'une transaction à une autre. Et c'est ça qui explique que dans notre milieu de l'expertise, de la connaissance, de la formation, du coaching, les prix varient autant. C'est pas parce que les gens sont des escrocs, c'est parce qu'il y a des manières différentes de capter la valeur de la connaissance, parce que fondamentalement, la connaissance, c'est un bien super bizarre pour l'économie. Et les philosophes, les économistes depuis Platon, on bug face à ça. En mode, est-ce que le sage est riche versus celui qui a des terres, des vêtements et du vin? Platon badait là-dessus dans l'Eryxias, un dialogue qui n'est pas très connu, il y a 2500 ans. Georg Simmel, qui a écrit La philosophie de l'argent il y a à peu près 100 ans, buguait aussi. Si je ne comprends pas, la valeur du travail, c'est la valeur du travail musculaire, mais il y a aussi du travail intellectuel. Comment on évalue ce travail-là? On ne peut pas. Il bug. Et on est en train de résoudre un petit peu ce conflit-là qu'on a depuis encore plusieurs années et qu'on est à peine en train de tâter où est-ce que ça va nous mener. Je vais finir cet épisode du coup en vous disant un petit peu ma vision et justement vers quoi, qu'est-ce qui va changer en fait. Maintenant que le modèle de l'infoprenariat fonctionne plus, où est-ce que ça va nous mener? Et pour moi, je pense que on va changer, on va passer d'un modèle infoprenarial à un modèle d'agence. Mais en fait, on va revenir au sens premier d'agence,
qui vient de agency en anglais. D'accord ? L'agentivité, si on le francise. L'agency en anglais, la définition de base, c'est une chose ou une personne qui agit pour produire un résultat particulier. D'accord ? Une agence, donc c'est donc quelque chose qui incite quelqu'un d'autre à agir pour avoir un résultat donné. L'agentivité, d'accord, c'est le potentiel que vous avez d'agir. Vous êtes des agents, vous avez le potentiel d'agir, de choisir l'action que vous faites. C'est cette agentivité qui est un prérequis de la morale, parce que si vous n'avez pas d'agentivité, vous ne pouvez pas agir, et si vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas faire le bien ou faire le mal. Vous êtes juste un caillou, d'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on dit que quand on me dit que le marché il n'a pas de sentiment, ou il n'y a pas de morale, c'est totalement faux. L'agentivité, dans son sens même, il y a une dimension morale. Euh, L'agence, c'est un moyen d'atteindre une fin morale, une fin désirable. L'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que c'est cette fin qu'on vise. Qu'est-ce qui va changer dans ce nouveau modèle d'agence ? On va passer d'un modèle done for you à un modèle done with you. D'un modèle on fait les choses pour toi à un modèle on fait les choses avec toi. Moi, un des non négociables dans cette entreprise, dans Hyperfocus, c'est que je veux plus produire pour les gens. Je veux utiliser des compétences pour moi et les donner aux gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. On arrête de dire aux gens, viens, tu me délègues la pêche et je t'amène le poisson. Moi, je dis, viens, je t'apprends à pêcher. Non seulement parce que pêcher c'est cool, mais c'est surtout parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement bon dans le fait de pêcher, que ça va t'aider à te développer en tant que personne et pas seulement en tant qu'entreprise. Et c'est ce modèle-là que je vise à créer aujourd'hui. Et pour faire ça, en tant qu'entrepreneur, la définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à capter la valeur de ce qu'il produit. Et moi, je suis un entrepreneur de la connaissance. Et donc, mon enjeu, c'est de savoir capter la valeur de mes connaissances. D'accord ? Et moi, mes non négociables, c'est je ne produis pas, je fournis de la connaissance. Et ça passe aussi par le fait de commencer petit, de commencer humble, et de chercher à être utile, à aider quelques clients pour être sûr que ce qu'on fait, ça aide, et construire sur cette base, pas chercher à faire vite, pas chercher à faire de l'argent rapide. Il faut arrêter avec ce fantasme-là, ça n'existe pas. Et quand on fait face à des disparités en termes de prix, c'est pas une anomalie, c'est une caractéristique même de la connaissance. D'accord ? Et ça, c'est ce que j'apprends aux clients que j'accompagne, c'est comment valoriser ces connaissances tout en ayant une vraie utilité et un vrai impact sur les personnes qu'on accompagne. Voilà. Et j'aimerais finir avec cette citation sur l'agentivité. En psychologie, l'agentivité est la perception de soi comme acteur du monde qui fait arriver des choses et pas seulement comme quelqu'un à qui il arrive des choses. Et moi, mon but avec Hyperfocus, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent faire aux choses. C'est vous montrer que vous pouvez faire des choses. Vous pouvez vivre de votre activité. Vous pouvez influencer positivement le monde. Vous pouvez gagner votre vie de façon éthique et de façon adaptée à votre fonctionnement, vos aspirations, même si ça sort de la norme, même si vous êtes atypique, même si vous avez eu un paquet d'expériences négatives qui vous font dire que vous êtes inadapté au monde. Non, il existe un modèle où vous pouvez vous épanouir, où vous pouvez vous développer. Et c'est ce que j'essaye d'incarner. Et en faisant ça, pour faire ça, je m'inspire de gens qui incarnent ça. Et Théo, dont j'écoute le podcast, en fait largement partie. Je suis tellement aligné sur sa vision de l'entrepreneuriat, du développement personnel, c'est incroyable. Et je suis profondément optimiste en le fait que c'est possible de trouver un moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre, de façon éthique et durable. La confiance, elle est cruciale. Et en tant que société, moi je pense qu'on a perdu confiance les uns en les autres. Parfois même au sein d'une famille, parfois même au sein d'une entreprise, parfois même au sein d'un couple. Et je trouve ça tragique. Je trouve que c'est la tragédie de notre siècle. Alors que la confiance, ça a un tel pouvoir, ça a une telle valeur. Et je crois fondamentalement que chaque humain a la possibilité de faire quelque chose de grand, de positif, qui marque à son échelle. J'essaye, moi, de défricher cette voie avec vous en documentant cette aventure-là. Et j'essaye d'amener ceux d'entre vous qui se sentent inspirés par ça à me rejoindre dans l'aventure si c'est quelque chose qui les dit. Même si beaucoup ont échoué sur ce chemin-là, même si beaucoup y ont laissé des plumes, j'y crois profondément et je veux continuer d'y croire. Je veux que vous y croyiez. Je veux que vous ayez foi en ce bien-là qu'on essaye de viser, qu'on essaye de construire avec ces changements profonds qui se passent dans la manière de vivre, d'agir, de connaître.
Pour moi, l'opportunité progresse bien plus qu'elle ne court à sa perte. Je vais vous laisser aujourd'hui sur ces réflexions-là, et je vais surtout vous laisser avec cette citation de Romain Gary, romancier français du siècle dernier, que vous connaissez sûrement, avec cette citation vraiment sublime. Je finis juste là-dessus. Je vois la vie comme une grande course de relais, où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. Je ne reconnais aucun caractère final à nos limitations, biologiques, intellectuelles, physiques. Mon espoir est à peu près illimité. Je suis à ce point confiant dans l'issue de la lutte que le sang de l'espèce se met parfois à chanter en moi et que le grondement de mon frère l'océan me semble venir de mes veines. Je ressens alors une gaieté, une ivresse d'espoir et une certitude de victoire telle que sur une terre couverte pourtant de boucliers et d'épées fracassées, je me sens encore à l'aube du premier combat. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.